parce que pendant qu'une partie de la population iranienne se bat pour essayer de faire tomber le régime des mollahs au prix d'une répression sanglante, difficile de savoir le nombre de morts, mais il se compterait quand même par dizaines, le président américain Donald Trump dit « ça y est, ils sont prêts à négocier, je vais entamer des discussions » et il se tâte pour intervenir à Téhéran, Donald Trump. Oui, parce qu'après la contestation, c'est la répression. Le régime des mollahs a coupé Internet pour mieux réprimer la rue. Alors il y a une organisation, une ONG, Iran Human Rights, qui est basée en Norvège et qui donne un chiffre. Mais il faut être prudent, bien sûr. Selon cette association, il y aurait au moins 192 manifestants tués, mais le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Puis il y a aussi beaucoup de manifestants qui ont été emprisonnés et qui risquent d'être pendus. Le fils de l'ancien Shah d'Iran, on l'entend beaucoup, Reza Pahlavi, a appelé les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple. On verra si ça bascule en renversement de régime. En attendant, Trump, il dit à la fois qu'il est prêt à intervenir et en même temps, il dit que l'Iran veut négocier et qu'une réunion est en cours de préparation. Donc on ne comprend pas très bien la position américaine. En tout cas, le chef de la diplomatie iranienne a dit ce matin qu'il était prêt lui aussi à négocier basé sur le respect mutuel. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que Trump doit y aller militairement ? Il doit enlever l'ayatollah Khamenei, comme Nicolas Maduro peut-être, Jean-Loup. Ah, mais attends, je parle sous le contrôle du mollah Truchot et de l'ayatollah, du grand ayatollah Marshall, Ali Marshall. Et donc, grand ayatollah chiite de son état, il ne manque plus que le turban, et le turban niçois. Eh bien, rouge et noir. Exactement. Non, en fait, tu nous dis par exemple, il a enlevé Nicolas Maduro. C'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, les maduristes sont toujours au pouvoir à Caracas. Oui. Il n'y a pas eu de changement de régime. Non. Et donc, je pense que Donald Trump, en fait, il ne faut pas se leurrer. Donald Trump est un homme qui n'aime pas la guerre parce que c'est quelqu'un de très prudent. Et qui préfère la négociation, le deal. C'est pas pour rien qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'art du deal. Il a été élu, je rappelle qu'en 2003, il s'était déjà opposé à la guerre en Irak de George Bush. Il a été élu en 2016 et encore plus en 2024 sur une ligne isolationniste avec le slogan « J'arrêterai toutes les guerres ». Donc, si Donald Trump frappe l'Iran, ça sera uniquement des actions ponctuelles, mais ça ne sera pas du tout une opération de masse parce que ce n'est pas du tout son style, en fait. C'est la méthode hit and run. Tu frappes une frappe spectaculaire et après tu te retires. Mais il ne va pas se lancer dans des opérations de grande ampleur, encore moins envoyer de troupes au sol, ce qui n'aurait aucun sens, ou ni même chercher un changement de régime en Iran. Il va peut-être faire quelques frappes spectaculaires pour mettre le régime sous pression et chercher une négociation avec lui parce que c'est sa méthode. Et aujourd'hui, je suis vraiment désolé de le dire, parce que les manifestants en Iran ont toute ma sympathie, mais le régime iranien reste encore puissant. Il a un appareil de... Donc il ne tombera pas pour toi ? Ah, moi, je pense qu'il ne tombera pas. D'accord. Il y a deux possibilités. Soit il ne tombe pas du tout, soit il y a une forme de révolution de palais en interne avec les mollahs du clergé chiite qui sont mis sur la touche et à la place, c'est les gardiens de la révolution qui s'emparent de la totalité des leviers de commande. Mais pour moi, le régime ne tombera pas. Soit il reste tel quel, soit il évolue en interne, mais il ne tombera pas. Je peux me tromper et j'espère me tromper. Non, mais moi, je ne compte plus les fois depuis que je suis petite où j'ai vu plusieurs révolutions en Iran, des étudiants, des femmes, et ce régime qui est toujours en place, et on le rappelle, qui a quand même été mis en place, notamment avec l'aide de la France. Donc, tout à fait. Et d'Olivier Truchot. Du mollah Truchot. Qui avait à l'époque 10 ans. Oui, déjà, très précoce. Comme quoi... Et soutenu par des intellectuels de gauche. Michel Foucault. Ou Jean-Paul Sartre. D'où l'expression islamo-gauchisme qui est née à ce moment-là. Donc l'intervention des pays occidentaux notamment n'est pas toujours bienvenue. En tout cas, les résultats ne sont pas prouvés. Maintenant, est-ce que Trump doit intervenir ? En fait, cette question me fait dire, mais est-ce que Trump doit intervenir ? Est-ce que Trump doit négocier avec Moscou ? Est-ce que Trump doit négocier avec la Chine ? Est-ce que Trump... Mais en fait, les États-Unis sont redevenus, ou alors ils ont toujours été, mais en tout cas, les gendarmes du monde, mais incarnés en une seule personne. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été aussi fort depuis 15 ans. Ah, puis avec Maduro, il doit être grisé encore plus. Oui, mais c'est un peu...
Enfin, c'est un peu une honte parce qu'on est censé avoir plusieurs blocs et l'Europe est censée être un Où bloc est l'Europe alors? face à d'autres blocs. Donc le bloc des États-Unis, le bloc russe, le bloc chinois. Et là, j'entends, voilà. Est-ce que tu as entendu des prises de position très fortes non, ce justement, week-end de nos dirigeants européens? Justement, non. Moi, j'ai C'est très faible. l'impression que l'Europe et peut-être la France aussi a du mal à rebooter le logiciel. C'est-à-dire ils ont du mal à comprendre que on est reparti dans un monde de dur et de fort. Et c'est comme si tu voulais interrompre une bagarre de rue. Tu vois une bagarre de rue et tu viens et tu dis, tenez, je vais vous lire du Baudelaire, ça va adoucir les mœurs. Vous allez voir, ça va vous aider. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Oui. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que là, on perd la partie, là. Alors attends, j'ai Nima qui est d'origine iranienne, qui nous appelle du 13e arrondissement de Paris. Bonjour Nima. Bonjour grande gueule. Bienvenue. Alors, est-ce que j'imagine que vous suivez attentivement la situation sur place? Vous avez encore de la famille là-bas en Iran? Alors oui, il me reste encore de la famille en Iran, un oncle et une tante qui sont à Téhéran, et puis après j'ai beaucoup de collègues de travail parce que de par mon travail j'ai travaillé avant 2018 en Iran pour une PME française et j'ai gardé beaucoup de contacts. Alors depuis le ban de Trump en 2018, la société pour laquelle je travaille a plus l'autorisation de travailler avec l'Iran. Mais j'ai gardé beaucoup de contacts. Vous avez réussi à avoir de leurs nouvelles parce qu'il n'y a plus Internet, c'est compliqué? Alors c'est très compliqué d'avoir de leurs nouvelles. Très actif en Arménie, il y a une grande communauté arménienne qui est à Isfahan et justement il y a 3 jours on a réussi à les contacter. Ils nous disaient que la situation était très favorable aux manifestants. Et pas plus tard qu'hier soir, on a eu des nouvelles en leur disant il faut essayer de nous trouver un moyen de nous rapatrier en Arménie, de nous faire sortir. La répression est sanglante. Pour ma part, de ce que j'ai entendu, il y aurait plus de 1000 morts à Isfahan, juste dans la ville d'Isfahan. Et je pense que la répression aujourd'hui est sanglante. Comme vous le disiez à l'instant, je suis étonné du fait qu'on n'entende pas du tout les Européens sur le sujet. En tout cas, très faiblement. Ouais. Et est-ce que Trump doit y aller, Nima, alors? Alors, pour moi, je pense qu'il y a 2 solutions à avoir là-dessus. Aujourd'hui, la première, c'est le droit international. Le droit international vous l'interdit, mais le droit international est très mal fait. Comment voulez-vous aujourd'hui expliquer à des jeunes qu'on protège avec le droit international les plus grands dictateurs de ce monde et qu'on n'écoute pas la voix des peuples qui essayent de se libérer de ces gens sanguinaires qui massacrent leur peuple. Donc aujourd'hui, Trump a ce pouvoir-là et il doit entendre le peuple iranien. Il y a des millions de personnes dans la rue. On n'a plus de nouvelles depuis 3 jours. On ne sait pas ce qui se passe. C'est effroyable. Mais vous voyez, ce qui est un peu amusant, et peut-être le terme amusant est peut-être déplacé dans ce contexte, mais c'est d'entendre ceux qui critiquaient l'intervention américaine au Venezuela réclamer désormais que Trump agisse, parce que finalement, il y a même beaucoup d'Iraniens qui le pensent, peut-être que leur salut viendra de l'extérieur. Je connais aussi des Iraniens qui n'étaient pas mécontents des frappes israéliennes la dernière fois contre les sites nucléaires, parce que de l'intérieur, malheureusement, ces révolutions avortées se terminent en bain de sang à chaque fois, et c'est assez désespérant. Et je suis d'accord avec vous, moi ce qui m'a le plus frappé, choqué, c'est quand même l'indigence des réactions de notre classe politique. Bon, on la connaît, mais de la classe politique européenne. En fait, on voit bien qu'en Europe, on n'a pas de responsable fort. On a Emmanuel Macron qui est en fin de parcours et qui mais même le chancelier allemand, le premier ministre britannique, c'est quand même des personnalités de second plan en fait. Et on voit que le monde est fait maintenant de personnalités très fortes. Alors avec un côté négatif, mais parfois un côté positif. Mais il va falloir qu'on se réveille, parce que sinon on va se faire complètement bouffer par tous ces gens. Je suis complètement d'accord avec vous. Hier j'écoutais sur une chaîne concurrente Thierry Breton qui discutait de la situation en Iran, et il disait non, il faut laisser le droit international. Je suis pas d'accord là-dessus. Le droit international protège les tyrans. Ouais. S'il est fait pour protéger les tyrans, le droit international, c'est pas un droit international. Alors, vous parliez de la situation au Venezuela. Je suis pas un expert de tous les pays, malheureusement. J'adorerais l'être, mais le Venezuela, c'est pareil. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, ce pays est quand même passé en 50 ans de l'un des plus du Sud à l'un des plus pauvres. Et si on regarde l'Iran, le contexte, c'est un peu la même chose, l'Iran. En 78, dans les années 70, l'Iran, c'était la 5e puissance mondiale. Ouais. Avec les grands. Aujourd'hui, vous le montrez dans un pays, il y a des parents, quand ils n'ont pas un passeport iranien,
ils me disent, les magasins, des grands magasins de Paris fermaient leurs portes quand un Iranien rentrait dans un magasin. Aujourd'hui, on est fouillé si vous rentrez avec un passeport iranien. Et ça, c'est la honte. C'est une honte. Entre 30 et 50% de la population iranienne étant en dessous du niveau de pauvreté dans un pays qui a du pétrole et du gaz. Ouais, Comme au Venezuela. Nima dit il faudrait que Trump y aille. Quoi. Souviens-toi de Bernard Kouchner qui avait théorisé à une époque le droit d'ingérence. Quoi, voilà. Au nom des libertés. Mais c'est sûr, moi je pense qu'il faut donner un petit coup de pouce à ces révolutionnaires, tout simplement. Mais pas que Trump. Je pense que le Mossad doit s'y mettre, la DGSE, les services européens, anglais. Je pense qu'on devrait tous aider les révolutionnaires iraniens. Et on met le fils du chat en transition. Moi, je suis pas fan de ce fils du chat, je vous avoue. Je vois pas le. Mais bon, si c'est juste une transition, oui, mais passer d'un régime théocratique à une monarchie, c'est pas fabuleux. Il vaudrait mieux convoquer des élections quand même. Aujourd'hui, Reza Pahlavi ne parle pas de monarchie. Alors moi, je suis assez d'accord avec vous. Généralement, la monarchie et la religion ont toujours fait bon ménage ensemble. Alors sur l'Iran, vous me direz, c'est peut-être l'exemple qui va montrer que c'est pas vrai. Mais les rois arrivent toujours au pouvoir parce que ils ont derrière eux aussi la religion qui les soutient. Je pense pas que une monarchie en Iran fonctionnerait, même si pour très bien connaître le peuple iranien, l'Iran n'est pas un pays prêt à avoir une véritable démocratie à l'européenne. Et il peut avoir ce rôle un peu à la Juan Carlos, Pahlavi. Après Franco, Juan Carlos est arrivé. Non, mais excusez-moi, mais vous rêvez, il faut des élections. Vous rêvez. Pourquoi on rêve tout debout ? Mais vous rêvez parce que je le regrette, hein, mais vous sous-estimez la solidité du régime iranien et vous sous-estimez que si jamais ce genre de scénario s'enclenchait, en fait, ça serait un bain de sang. Parce que les gens... regarde en Tunisie ce qui s'est passé. En Égypte, ce qui s'est passé. En Égypte, les militaires ont repris le pouvoir. Oui, mais tout est redevenu comme avant. Dans un premier temps, après une parenthèse islamiste. Moubarak est tombé. Et donc, ce qui s'est passé. Et donc, aucun régime n'est insubmersible. Ce qui se passerait, Bachar el-Assad est tombé en très peu de temps. Oui, non, mais ça serait ce qui se passerait. Pas en si peu de temps. C'est il y a toute une guerre. Un bain de sang. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution, qui contrôlent des pans entiers de l'économie du pays, ne se laisseraient pas faire. Oui, et c'est une économie qui s'effondre. Non, mais en cas de transition... C'est déjà un bain de sang, hein, Jean-Loup. Hein. Là, c'est un bain de sang. Non, mais moi, je te parle potentiellement d'un scénario où l'Iran basculerait dans le chaos et dans la guerre civile, avec des dizaines de milliers de morts. Quand tu n'as plus rien à perdre. Et en ce moment, il y a beaucoup d'Iraniens qui n'ont plus rien à perdre parce que l'économie s'effondre. Ils n'ont aucun espoir, aucun avenir. Quand tu n'as plus d'avenir, c'est là où les révolutions s'installent, en fait. Alors, je dis pas que ça va arriver là, que ça va réussir, mais il y a quand même tous les ingrédients pour que ça marche. Mais l'Iran, on peut le déplorer, mais l'Iran ne va pas devenir une démocratie laïque à l'occidentale dans les mois ou dans les années à venir. Et la monarchie ne va pas non plus être restaurée en Iran. Tu étais très sûr de toi. Oui, je suis sûr de moi. J'ai étudié le pays et je te le dis. Et en plus, le fils du chat est quand même très déconnecté de la masse de la population iranienne. C'est un pays qu'il connaît très mal. Oui, c'est un New-Yorkais. Bah oui, c'est un New-Yorkais. Voilà. Et surtout, l'opposition n'est même pas organisée pour prendre le pouvoir. Après qui sait, tu sais, les États-Unis peuvent très bien retourner quelqu'un au régime du régime à ce moment-là. Oui, mais puisque Trump dit lui-même qu'il veut négocier avec le régime en place. Mais c'est ce qui va se passer. Et en gros, il va les bombarder pour négocier avec eux. Oui, c'est ce qui va se passer. Et à donc, ce moment-là, la transition ne cherche pas le changement de régime. Il peut négocier parce que les gens ne veulent plus de ce régime. Donc je vois pas bien ce que tu peux négocier avec un régime qui est... C'est pas ça qui va négocier. Merci Nima d'avoir été avec nous. Trump doit-il y aller? Doit-il intervenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? On va voir. Et on la verra sur les réseaux sociaux. On n'arrive pas à la mettre à l'antenne.